merveilleux, féerique, extravagant, incroyable, invraisemblable, étonnant, extraordinaire, surnaturel, bizarre, fabuleux, faramineux, Tu parles de folklorique, moi? prodigieux, irréel, chimérique, illusoire, formidable. Non, non, Fred, je ne parle pas de nous, ni de toi, ni de moi. Nous allons parler du fantastique. Mais nous sommes Bon, fantastiques déjà. bonjour Fred, comment tu vas? Eh bien, ça va bien. Salut mon ami Chris. Ça va bien, ça va bien. Et puis, bah écoute, toujours heureux de te retrouver et de retrouver nos méga fans pour une nouvelle émission qui va être consacrée encore une fois à une de mes sources d'inspiration, là aussi, et puis c'est aussi quelque chose qui t'a bercé, on le sait bien, c'est le fantastique au sens large, mais aussi plus particulièrement le cinéma fantastique. Alors pourquoi ce thème? Ça nous a semblé un petit peu naturel, hein, puisqu'on a déjà abordé dans nos précédentes émissions la science-fiction, les extraterrestres. Il nous semblait normal maintenant allez, d'aborder un genre qui est très voisin de la SF. C'est le fantastique, d'une façon générale. Alors encore une fois, avant de nous plonger dans tout ce qui est fantômes, zombies et autres créatures sympathiques, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur Facebook ou plus tard sur YouTube, à nous mettre un like. Faut pas hésiter, hein, ça se fait toujours plaisir. Bah ouais. Et puis bien sûr sur la chaîne Facebook aussi, n'hésitez pas quand la vidéo sera remontée et abondamment illustrée comme les autres vidéos que vous pouvez voir également, à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça nous fait faire un petit peu de pub et ça nous fait venir d'autres spectateurs. Voilà. Puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires également. Voilà. Ouais, parce qu'on a déjà fait 3 émissions, et puis bon, vous verrez bien, allez sur Yvan de Raylière, YouTube, et puis Hmm. vous trouverez Ouais. tout cela. Alors, alors, le fantastique se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Selon le théoricien de la littérature, on en parlait l'autre jour, Todorov, Instruction de la littérature fantastique, le fantastique se distingue du merveilleux par l'excitation qu'il produit entre le surnaturel et le naturel, le possible ou l'impossible, et parfois entre la logique et l'illogique. Le merveilleux, au contraire, fait appel au surnaturel dans lequel, une fois acceptés les présupposés d'un monde magique, les choses se déroulent de manière presque normale et familière. Le fantastique peut être utilisé au sein de divers genres: policier, science-fiction, horreur, conte, romance, aventure et merveilleux lui-même. Le cinéma fantastique est un genre cinématographique regroupant des films faisant appel au surnaturel, à l'horreur, à l'insolite et au monstre. L'intrigue se fonde sur des éléments irrationnels ou irréalistes. C'est toujours irrationnel ou irréaliste, contrairement à la science-fiction, qui, comme on l'avait dit avec Yvan de Rélia, peut être totalement rationnel. Là, on est vraiment dans l'irréel. C'est le terme, le fantastique, c'est Ouais. irrationnel. Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut. La différence entre le fantastique et la SF, elle est là. On est complètement Ouais, d'accord. complètement. Ah bah complètement, complètement. Le cinéma fantastique, enfin le fantastique d'une sens large, c'est vraiment la grande différence avec la science-fiction, même si les deux genres peuvent se Cohabiter. retrouver et la frontière est parfois ouais, très 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 floue, ils peuvent tout à fait cohabiter, effectivement. Euh, le fantastique, c'est vraiment quelque chose qui n'a aucune base réelle, quoi. C'est vraiment, on raconte une histoire, mais qui est totalement impossible dans la vraie vie, quoi, ou basée sur des choses qui n'ont aucun fondement réel ou scientifique, pour vraiment faire le lien avec la science-fiction. Donc on est vraiment dans le mythe, on est vraiment dans l'imaginaire pur, là pour le coup, puisqu'on va totalement inventer des choses qui n'existent pas, si ce n'est qu'on va bien sûr puiser abondamment dans la littérature, dans les mythologies, dans les contes, mais toujours avec, et c'est vraiment ce qui caractérise pour moi le fantastique, c'est quelque chose qui ne peut pas être réel. Voilà. Même si certains vont dire, ah ouais, mais les histoires de fantômes, les fantômes existent, les maisons hantées, il y en a, bon, etc., etc. C'est un vaste débat. Mais jusqu'à preuve du contraire, tout ça n'est que de l'imaginaire pour l'instant, ou de l'arnaque, etc. Mais au cinéma, par contre, voilà, c'est toute la force du cinéma et de la littérature. Mais le cinéma, bien sûr, est plus visuel. Toute la force du cinéma, c'est de rendre ces choses impossibles totalement réelles. Et on y croit quand on les voit sur grand écran, nos fantômes et nos zombies.
Comme d'habitude, petite précision, hein, je vais, comme d'habitude pour ceux qui ont déjà suivi les autres émissions, vous le savez, je vais vous afficher là à l'écran quelques-uns de mes films fantastiques préférés, de référence, pas forcément que des bons, hein, mais c'est ceux que j'aime bien. Voilà. Je vais vous laisser défiler comme ça, petit à petit, tout au long de l'émission. On va pas forcément parler de tous, bien sûr, hein, parce que c'est un genre tellement vaste, le fantastique. On y passerait des journées entières. C'est immense. Il y a des millions de films consacrés à ce thème, et c'est beaucoup trop, trop vaste. Nous, on va parler de ce qu'on aime. Voilà, et de ce qui a forgé, on va dire, dans notre jeunesse, notre amour du fantastique. C'est ça. Et donc, pour continuer par rapport au fantastique, par rapport à la définition, je reprends mes lunettes. Ah, ça, c'est pas fantastique. Euh, donc, on parlait effectivement de la science-fiction qui s'accompagne d'horreur et d'épouvante. Le cinéma fantastique tire son, évidemment, hein, c'est comme pour la science-fiction, son origine de la littérature du même genre, et commence par adapter les œuvres classiques. Le premier choc qu'il y a eu au niveau de la littérature fantastique, avant Edgar Allan Poe, tout ça, c'est cette vague anglaise. C'est vraiment Frankenstein de Mary Shelley qui a lancé Ouais. ça. Et où Alors, tu sais, pour l'anecdote, que le Frankenstein de Mary Shelley, ça les gens ne le savent pas beaucoup, mais en vérité, alors, on va pas dire du plagiat, mais elle s'est très largement inspirée d'une histoire d'un ouvrage français qui avait été écrit avant elle, ah dans bon, lequel le héros s'appelait déjà Frankenstein. d'accord. En vérité, donc, elle avait probablement dû lire le livre français qui est complètement oublié, mais à l'origine, c'est un livre français qui est du XVIIIe siècle et elle s'en est probablement inspirée, bien sûr, puisque l'histoire est sensiblement la même et le nom du héros est le même également. Ouais, Et ouais, c'est ok. Mary Shelley, effectivement, qui a fait école, comme quoi des fois les Et, remakes et ou les copies sont parfois meilleurs que les originaux. c'est clair. Après, de toute façon, on a eu d'autres cas. Mais et donc, et Bram Stoker pour Dracula, effectivement, ces deux grands bouquins sont sortis à 20 ans, à 15 ans d'intervalle. Ouais. Le Dracula de Stoker et le Frankenstein de Shelley. Et là, on a créé la base du cinéma fantastique, quoi, avec Ah bah ces complètement, ouais. et c'est parti là-dessus. On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait la force du cinéma fantastique? Et c'est pour ça aussi que j'aime le cinéma fantastique. Mm. C'est que là où c'est là où il y a les plus beaux monstres. Euh, le Ouais. cinéma fantastique est riche en monstres, et riche de toutes sortes, hein, d'ailleurs. Euh, et puis, ben, ça peut être nous-mêmes le monstre, hein, des humains. Ça peut être, Mm. c'est, ouais, c'est vrai que c'est tellement vaste. On part de King Kong, enfin bon, bref, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est Ah fou. ouais. Alors, l'histoire du cinéma fantastique se découpe en plusieurs périodes. À commencer, alors là, on parle du cinéma. Je vous parlais de littérature avec Bram Stoker et Mary Shelley. L'histoire du cinéma fantastique se découpe en plusieurs périodes, à commencer durant la période du cinéma muet, bien sûr. Dès le départ, le cinéma, on va dire, les premières images qui vont apparaître seront des courts-métrages fantastiques. On en parlait l'autre jour avec Méliès.
il y a aussi l'expressionnisme allemand qui va beaucoup utiliser ce thème-là et va arriver sur Hollywood dans les années 30, voire 40. Et après, le cinéma fantastique va se transformer dans les années 50 par l'apparition de mutants post-apocalyptiques. Alors, on touche pas à la SF, on est bien d'accord, on reste dans le fantastique. On vous expliquera tout à l'heure encore une fois, les deux genres sont proches, mais il y a quand même des divergences. Et puis l'essor, alors là, des années 60, totalement gothique et mythique, de la Hammer en Angleterre, des films de production de la Hammer, film production qui va nous pondre des chefs-d'œuvre du cinéma fantastique. Et ensuite va venir la révolution du cinéma gore des années 70. Il faut pas oublier une chose, c'est que à l'époque, un film gore était classé pornographique X, exactement comme les films de cul, et que il y a Mitterrand qui a dit ça suffit. Maintenant, c'est plus classé X. Et donc il y a une flopée de films des années 70-80 très très gore qui sont apparus parce que c'était la liberté. Donc il y a eu de la hémoglobine à foison, il y a eu beaucoup de films très très gore, puisque ce genre n'était plus interdit aux moins de 18 ans. Donc voilà, au cinéma, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, nous regardions les films au cinéma. C'était pas sur Internet. C'était pas. La révolution du cinéma gore à partir des 70 et 80, jusqu'au blockbuster aux images de synthèse dans les années 2000. Voilà. Je t'ai fait le résumé rapide. Ouais, rapide, mais c'est vrai que même si on peut faire du gore qui n'est pas du fantastique, on peut faire de l'horreur qui n'est pas du fantastique, mais bien sûr, dans le fantastique, on retrouve tous ces genres-là. Ah ouais. Et à la base, bien sûr, les monstres. Les monstres, par définition, que ce soit, on a parlé de Frankenstein, King Kong, et il y en aura d'autres. Les vampires, bien sûr. Ben oui. À l'époque, nous avons eu la chance, donc effectivement, encore une fois, exactement comme la science-fiction, d'assister à des super films dans les années 80. Quand on était jeune, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. On vous parlera tout à l'heure de tous je sais pas si on dit les festivals, non, les festivals. On vous parlera des festivals, des revues de cinéma, parce que nous, à l'époque, on lisait beaucoup de presse, contrairement à la jeune génération. Et oui. On était sur Internet maintenant. Ils lisent sur Internet, chacun son médium. Nous, on n'avait pas Internet, donc on se ruait sur les revues. Et effectivement, il y avait des revues qui existent toujours, d'ailleurs, des revues spécialisées sur le cinéma de genre qui étaient fabuleuses et qui nous ont amenés à aimer ce genre-là, même si je me souviens qu'une ou deux revues avaient des images un petit peu gore, ce qui plaisait pas trop à mes parents. Ouais, Mad Movies. Et c'est vrai, moi je me rappelle que quand on avait 12 ans dans l'école, là, on attendait avec impatience la sortie de Starfix. Tu l'as acheté, toi? Oui, c'était les deux références. Il y avait l'écran fantastique. C'est les trois grands. On en parlait tout à l'heure. Hein, c'est le monument de Jean-Pierre Chekloff et tout ça là, mais c'est vrai que ces revues nous ont bercé et comme on vous les explique, à l'époque, ça passait pas dans les médias mainstream, hein, les extraits de films gore, tout ça, ou alors très peu. Et nous, on était obligés de se sourcer là-dessus. Et c'est des revues de très haute qualité, bien écrits, mais tu as vu. Oui, tout à fait. Et tu as raison de rappeler que c'est pas des films qu'on voyait partout, parce que effectivement, alors, au-delà du fait qu'il y avait bien sûr une différence de distribution pour les films de genre, une différence de distribution entre Paris et la province, bien sûr. Il y a des films qui étaient diffusés dans des cinémas de quartier de Paris spécialisés dans ce genre de cinéma qu'on ne voyait jamais dans nos petites villes de province. Mais donc ce genre-là, le cinéma fantastique, à part quelques, on va dire, blockbusters, quelques grands films à succès qui malgré tout étaient diffusés en salle, mais pas très longtemps, eh bien, on ne les connaissait que à travers les revues, que à travers les magazines. On ne les voyait jamais. Voilà, c'est ça. Et puis, heureusement, après est arrivé les vidéocassettes qui nous ont permis. C'est vraiment comme ça. Ouais, c'est vraiment avec le magnétoscope qu'on a découvert ce cinéma-là. Mais c'est vrai que bon, il a fallu vraiment attendre la fin des années 80 pour que tout le monde, à travers les magnétoscopes, puisse vraiment accéder à ce cinéma de genre facilement et qui a eu son grand succès vraiment qu'à travers la vidéocassette, parce qu'au cinéma, c'était très, très, très difficile de le voir. Et avant les vidéocassettes, eh bien, on imaginait ce que pouvaient être ces films à travers les images que l'on voyait dans les revues, à défaut de pouvoir le voir, sauf quelques exceptions, parce que
ces revues-là parlaient aussi de la science-fiction. Donc la Ah oui, science-fiction bah est oui. beaucoup plus accès, bien sûr, aux grandes salles, mais le cinéma de genre, le cinéma gore, le cinéma violent, le cinéma monstre, on le voyait pas Surtout maintenant. vraiment. Ah, voilà, quelques classiques quand même, quelques vieux classiques, les Frankenstein, les King Kong, pour les découvrir à la télévision le soir à minuit au ciné-club ou des choses comme ça, mais c'était rare, quoi. C'est pas un homme d'église qu'on gagne sa vie. Alors, C'était rare. Rappelle-toi, quand on avait, je sais pas, on devait avoir 13 ans, 12 ans, on a vu les premières photos de l'Empire contre-attaque Hum. sur l'écran fantastique. Quand on a vu les premières photos, on Ouais. était fous dans la cour de l'école. Regarde, Et oui, oui. Ouais, juste une ouais. photo. Et on imaginait toute l'histoire autour de la photo. Oui. Il n'y avait pas encore, enfin, il y avait les bandes annonces, mais les bandes annonces, on les voyait en salle, donc il fallait aller en Ouais, salle. ouais, Donc ou on n'avait parfois. pas comme aujourd'hui la télévision et surtout pas Internet, bien sûr, qui diffusait les bandes annonces en direct, quoi. Donc ça, on ne connaissait pas. Donc le support de la revue était un vrai support, une vraie ouverture vers l'imaginaire. Ouais. Alors, on va parler du film, peut-être un peu du cinéma quand même. De ce Ah, qui s'est passé. toute la difficulté pour bien définir ce qu'est le cinéma fantastique, c'est bien délimiter vraiment ce qu'on englobe dans ce genre de cinéma fantastique. Parce qu'il y a des films, c'est du fantastique ou c'en est pas. Parce qu'il y a le fantastique dans le sujet, il y a le fantastique aussi dans l'ambiance, dans le décor, Ouais. sans Alors forcément attends, tomber dans du film fantastique. on va faire un petit tour d'horizon vite fait. Bon, Ah bah vas-y. c'est un classement à la con. C'est 100 films fantastiques machin, mais tu sais que ces classements-là, nous, on n'y croit pas. Donc, par exemple, on va parler. Je vais tout en bas du classement pour voir un petit peu si voilà, j'y suis. Alors le Hobbit, évidemment. Là, on va commencer tiens par La Compagnie des loups en 1984. Je sais pas si tu te souviens de ce film-là. Ah oui, mais c'est un sublime film. Ouais, Une adaptation du Petit Chaperon Rouge. ouais, c'est ça. Un film de Nigel Jordan avec David Warner David Warner. et Angela Lansbury, fabuleuse dans le rôle de la grand-mère. Oui, non, un très 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 beau film, La Compagnie des loups. C'est difficile à voir aujourd'hui, c'est un film rare et c'est bien Ben dommage oui. parce que franchement, oui, c'est une adaptation moderne pour l'époque du Petit Chaperon Rouge mais version loup-garou, version gore, mais on le sait bien, la symbolique dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge, c'est l'histoire d'une fille qui va perdre sa virginité, c'est toute l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Quand on lit entre les lignes, on le sait, les contes pour enfants étaient là pour initier les enfants et les adolescents du Moyen Âge à la réalité de la vie, au danger de la vie, etc. Et là, le Petit Chaperon Rouge, c'était pour mettre en garde les jeunes filles. Attention au grand méchant loup qui était ni plus ni moins que l'homme, le grand méchant homme et ses attributs masculins. Donc fallait faire attention à ça. C'est toute l'histoire du Petit Chaperon Rouge, d'une jeune femme qui s'ouvre à la sexualité. Sauf que bien sûr dans le conte c'est pas raconté comme ça. Le grand méchant loup est un grand méchant qui va dévorer à la fois la grand-mère parce qu'elle est là pour rappeler les règles et puis le Petit Chaperon Rouge. Mais bon c'est tout en symbolique. Et le film donc
la compagnie des loups, eh bien, va transposer toute cette symbolique à l'écran, avec tout le talent que l'on connaît de Neil Jordan. Voilà. Non, c'est un très très bon film. Once upon a time, when the village was asleep, a she-wolf came from the world below to the world above. J'ai vu le remake un remake du Petit Chaperon Rouge avec le fils, avec Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, oui, c'est un très bon film aussi. Ah putain, le titre m'échappe avec Reese Witherspoon également. ouais, c'est ça. Et oui, on remettra Ouais, l'affiche aussi, qui est un très très bon film, ouais. Ah oui. Ok. Ouais. On continue. Je dirais que je zappe parce que dans le classement, il y a des trucs qui sont par. Tu vois, par exemple, il parle de La Momie en 1999. Excuse-moi. Ouais, passons. Bon, tiens, par contre, La Famille Adams, oui, ça c'était bien. En 91, Oui, on est dans le oui. fantastique, effectivement. Oui, on est dans le fantastique, dans la parodie, dans la comédie. Et ce qui est bien dans la famille Adams, c'est que ça reprend plein de thèmes. Il y a à la fois les créatures avec le cousin, il y a les vampires avec la mère, il y a Comment ils m'appellent tes enfants? ouais, Tonton Fétide. Eh ouais, quand t'étais petit, il t'appelait Tonton Fétide. Super. Alors juste pour l'anecdote, pour ceux qui se souviennent de la série. De la série télé de la famille Adams, celui qui faisait Tonton Fétide. Alors Tonton Fétide, pour ceux qui se souviennent, c'est le grand personnage, on le mettra en photo aussi, l'oncle un peu bené, un petit peu gentil, chauve, voilà, qui est un petit peu le simplet de la famille. Voilà. Et bien pour l'anecdote, dans la série télé, l'acteur qui faisait le personnage, le nom vient de partir. Zut, il y a une loi qui porte son nom maintenant. Non. C'est Jackie Coogan, voilà. Jackie Coogan, pourquoi est-ce qu'il y a une loi qui porte son nom? Parce que c'est la loi qui, aux États-Unis, a réglementé le travail des enfants. Tout simplement parce que Jackie Coogan, qui faisait donc Ok, oui. Fétide Ah oui, dans, Jackie. Oui, je dans la famille Adams, c'était le kid, le petit gamin dans le kid de Charles Chaplin. Ah, ok. Voilà. Ouais. C'est le même personnage, on mettra les photos. Et donc le petit gamin, adorable petit gamin dans ce fabuleux film de Charles Chaplin, le Kid, a continué tant bien que mal à être acteur et il en a souffert, ça a été très difficile pour lui. Il a milité pour le droit des enfants, pour le travail des enfants, etc. D'où la loi Coogan, qui porte son nom donc, et il a été, entre autres, c'est son autre grand rôle, on va dire, le tonton Fétide de la famille Adams. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et l'autre second fait, tonton fétide de la famille Adams en 91, c'est Christopher Lloyd, c'est Doc de Marty de McFly, c'est Doc. C'est ça. Donc déjà. Et on a donc un troisième tonton fétide qui est Chris Solo. C'est moi le troisième. Je continue. Bon, je passe sur, comme je vous dis, c'est un classement de 100 films plus ou moins. Mais là, c'est vraiment bon. Highlander évidemment, 86. Là, on est dans. Oui, Highlander. Alors, à l'époque, aux États-Unis, c'était un échec. C'était un échec. C'était un énorme succès en France. C'était un énorme succès dans pas mal de pays, en Europe en particulier. Et aux États-Unis, c'est un échec. Ce qui peut surprendre, parce qu'il y a eu des suites catastrophiques, très mauvaises d'ailleurs, au film. Donc on se dit, s'il y a eu des suites, c'est que le film est un succès. Oui, c'est un succès, mais pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les critiques disaient, mais c'est quoi ce film totalement incompréhensible, avec une histoire aussi alambiquée et tordue, alors que finalement, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est simplement des flashbacks à travers le temps. Mais voilà, dans la mentalité américaine de l'époque, le film n'a pas marché du tout. Voilà. Bon. Pauvre Américain. Ouais, Russell McLachlan, qui était un Australien de mémoire, qui avait fait Razorback, surtout, tu te rappelles, on avait vu celui-là, le coach tueur. L'espèce de gros coach. Avant Yaz, j'avais découvert ça. Dans les prairies australiennes, ouais, je me souviens très bien. Bon, par exemple, effectivement, les héros de Marvel peuvent être considérés dans le cinéma fantastique comme Batman, complètement, Spider-Man, voilà, oui, bien sûr, personnages fantastiques.
Oui. Donc, Alors, parfois à la limite de la science-fiction. Parce Oui, qu'à la rigueur, on pourrait dire que Spider-Man, voilà, c'est un scientifique, une expérience qui tourne mal, et il devient un mutant. Et même chose pour des gens comme Iron Man ou Batman, où c'est des scientifiques qui fabriquent leurs armures. Mais après, quand on parle vraiment de mutants, même c'est si fantastique. on peut dire que les mutations pourraient aussi peut-être être de la science-fiction, mais voilà, là on est plus dans le merveilleux, on est plus dans le genre du merveilleux, de la magie, etc., voire de la fantaisie, puisque certains se battent même carrément avec des épées ou des choses comme ça. On est plus ouais, dans du fantastique pur que de la science-fiction. Ouais, ouais, complètement. Mais oui, les Marvel, on est en plein dedans, et ça montre à quel point le genre est encore populaire de nos jours. Ouais, carrément. Les films, bon, bah, avec Gremlins, effectivement. On a eu le droit au Loup-garou de Londres, tout ça. Je sais pas si tu te souviens, mais pour moi, Ah j'adore oui, le loup-garou de Londres. Alors, alors, c'est amusant le loup-garou de Londres parce que, ah, tiens, je vous mets l'affiche aussi. Le loup-garou de Londres. Oui, non, ça a été une référence à l'époque dans les films de loup-garou, parce que déjà au niveau des effets spéciaux à l'époque, c'est totalement révolutionnaire. Et c'est la première chose qu'on avait vu d'ailleurs dans les revues, quand on a parlé tout à l'heure, les revues de cinéma fantastique, c'était les maquillages du loup-garou. Ah, Et putain, ouais. aujourd'hui, je l'ai revu il y a pas très longtemps, il a vieilli bien sûr le film, mais malgré tout, il fonctionne encore, il y a encore un bon scénar, et si on le remet dans le contexte de l'époque, c'est encore solide. Non, c'est une bonne petite surprise, encore un bon petit bijou à voir et à revoir. C'était Il faut drôle, hein. oublier, par contre, ils en ont fait une suite, je sais pas si Ah, tu c'est pas connais, bien. par contre, Ouais. une suite complètement Non, oui, pourrie la suite. qui était le Loup-garou de Paris. Ouais. Et alors là, c'est Ouais. une vraie merde, c'est à oublier C'est comme complètement. Fright Night, hein. Oui, oui, complètement. Vous avez dit Vampire, le premier est fabuleux, le deuxième est pourri. Ah, Et c'est ça, exactement. Et juste pour l'anecdote, quand même, faut le dire, si tu as le courage de revoir ne serait-ce que les 5 premières minutes du Loup-garou de Paris, je sais pas si tu te souviens, ça commence par quelqu'un qui sort des égouts et qui court, qui hurle et qui se fait rattraper par un monstre. On sait bien que c'est un loup-garou, mais on le voit pas à ce moment-là de mémoire. Et il est déchiqueté par le loup-garou. C'est la scène d'introduction. La personne qui sort de l'égout et qui se fait massacrer comme ça, c'est Thierry Lhermitte. ah ouais. Eh ouais, Ok. Ouais, c'est le côté petite Paris. anecdote. D'accord. Ouais, bah c'est voilà. Donc les loups-garous parce que et a apparu aussi quelqu'un qui a beaucoup fait pour le fantastique dit intellectuel. Il y a eu un mec qui a quand même pas mal grâce à lui diffusé le genre, c'est David Cronenberg qui grâce à La Mouche, à Vidéodrome, à plein de films a mis un petit côté intello dans le film gore un peu. Complètement. Complètement. Et c'était la référence du cinéma fantastique des années 80. Hein. Et il faut quand même souligner l'importance de David Cronenberg parce que ces films étaient bien faits. Comme tu le dis, il y avait un petit côté intellectuel dedans. On pense à des films comme Existence, par exemple, très intello, ou Crash. Bah même Vidéodrome. Mais, Hein. Ou Vidéodrome, bien sûr, oui, oui. Et il a été le premier malgré tout, par son côté un petit peu plus sérieux et plus technique et mieux fait, pas série B, quoi, à s'ouvrir les portes des grandes salles de cinéma. Et il a été vraiment, dans les années 80, un des premiers à faire entrer le genre fantastique, à le faire sortir du côté film pizza qu'on regarde en cachette, au film un petit peu honteux, au film vraiment artistique. Alors la référence, on va dire le plus ancien film connu fantastique qui a été produit et qui reste la référence dans le genre, c'est le film de Murnau, le Nosferatu le vampire, Et, en 1922 de Max Schreck. Donc ouais. et Max Schreck, ouais, oui. ça reste la référence. C'est vraiment le Sûr. premier film qui a terrifié, mais totalement complètement, terrifié. complètement. Ces gens-là ont été au Complètement. cinéma voir ça, mais ils n'ont pas dormi pendant des mois, quoi. Ah Après, oui, 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 il c'est y a des évident. Je suis en vampires train de chercher partout. l'affiche pendant que je vous parle pour ceux qui l'ont jamais vu, mais évidemment je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas grave, mais non, mais voilà. Alors déjà Murnau, c'est en soi c'est L'impressionniste immense. allemand. Oui, oui, mais immense cinéaste. Il faut voir les films de Murnau. Visuellement, c'est un vrai choc, c'est extraordinaire.
Et le Nosferatu de Murnau, oui, bien sûr, c'était, mais ça a été quelque C'est un chose. peu comme le Metropolis de Fritz Lang. En Oui, SF, c'est les deux films vraiment allemands. oui, Les Allemands, ils n'ont pas produit oui. des dictateurs. Voilà, à cette époque-là, ils avaient Ah des non. qualités artistiques incroyables. Ah Et ils oui, ont bah, produit les Fritz deux Lang, chefs-d'œuvre ouais, de l'époque, hein, en 1920. D'un côté Metropolis de Fritz Lang, et de l'autre côté Murnau. Ah toi, c'est amusant, il y a l'autre Nosferatu qui passe aussi, là, qui est dans mon petit défilement, on vient de l'apercevoir. Le remake du Nosferatu qui a été fait par Werner Herzog dans les années 70 avec Klaus Kinski, qui était aussi une très très belle version, Ouais. Ah oui. moins révolutionnaire que ne l'a été la version bien sûr de Murnau, mais la version de Herzog était aussi très très belle. Oui, mais ça reste deux références, c'est deux. On dirait des rats. Oui, oui, Bah, d'ailleurs, les nazis et ont puis, utilisé ce film-là pour à l'époque en faire de la propagande anti-juif en disant voilà parce que il y a eu des Goebbels a détourné les images de Murnau. Enfin bon, ça a été ouais. terrible ce qui s'est passé en Allemagne à ce moment-là et pour faire de la propagande anti-juif avec ce film. Hein, Nosferatu. Ouais. Donc voilà. C'est deux très beaux films, et c'est vrai que tu as raison de dire que c'était un des fondements du cinéma que le Nosferatu de Murnau. Et y en a eu d'autres, des très vieux films, hein, bien sûr, qui sont référents, Oui. qui ont été des films fondateurs. Je sais pas si tu vas en parler, mais alors il y a un film, tiens, je sais pas si tu vas en parler. Je vais vous montrer l'affiche parce que c'est un film qui est pas très connu, mais qui est un très vieux film aussi. Hop, je suis en train de chercher l'affiche. Ah, la Belle et la Bête, non? Non, bah oui, bien sûr, la Belle et la Bête Ah oui, mais ouais, mais Cocteau, c'est en 35, c'est en 36, 40, en quoi, Oui, 39? non, c'est plus tard, mais non, là c'est un film de Karl Theodor Dreyer qui s'appelait Vampire, tout simplement. Alors, Ah oui. si tu le connais pas, que le film est pas très connu, voilà, je vous mets l'affiche, il faut le voir. C'est d'une beauté ce film-là, c'est sidérant. C'est un très grand film. Alors je sais plus de quand il date, hein, mais on est dans les années 20-30, et c'est un film, mais oui, non, pour les cinéphiles et les cinéastes qui ont tapé dans le fantastique, ce film-là est aussi un film. Ah bah, voilà, il s'affiche en même temps. C'est un film fondateur. Ah ouais, Vampire, De toute façon, c'est extraordinaire. les films de vampires, alors on sait encore un genre. À part, il y en a eu tellement produits, mais c'est énorme. Phénoménal. Le vampire, c'est parce qu'encore une fois, on vous a expliqué tout à l'heure que Bram Stoker et Mary Shelley ont été la référence de la littérature fantastique. Donc tout ce qui est monstre et puis vampire, c'était la folie, quoi. Dans le genre fantastique, oui, c'est un genre majeur. C'est un genre majeur avec, au sein même du vampirisme, il y a Dracula, qui est un genre à lui tout seul. On a un petit peu abordé avec Nosferatu, parce que Nosferatu, c'est ni plus ni moins que des adaptations du Dracula de Bram Stoker. Mais Dracula a été décliné à toutes les sauces ensuite, mais le Dracula est un personnage à part entière dans le monde du vampire au cinéma, oui. Mais c'est un genre majeur même si ces dernières années, malheureusement, le vampire au cinéma, on va dire, vit de mauvaises heures selon moi, puisque il y a malheureusement eu, je vais me faire tuer en disant ça, mais il y a malheureusement, vous avez compris, malheureusement eu la saga Twilight, qui à mon sens a complètement tué le vampire au cinéma. C'est une des pires catastrophes que j'ai jamais été. C'est une des pires catastrophes. Ouais, non mais ça a tué le vampire au cinéma, Twilight. Déjà, rien que l'idée. Non mais t'imagines, mets-toi à la place du héros. Avec un loup-garou. Non mais n'importe quoi. Et imagine, mets-toi à la place de Robert Pattinson, qui est un excellent acteur que j'adore au demeurant. Imagine, voilà. Tu es un vampire. Tu peux vivre des siècles. Comment tu vas consacrer ta vie? Eh bien, lui, il décide d'aller au collège. Non, mais tu vois la connerie, quoi. Tu imagines, tu te dis, tu vas passer des décennies, tu vas vivre ta vie éternelle au collège. Au collège. Non, mais faut être débile pour imaginer ça, quoi. Ah ouais, c'est pas con, ouais. Faut être débile. Et puis, non, mais Twilight a enlevé, dire que le vampire, Dracula, etc. Le vampire, c'est quelqu'un de sulfureux, c'est quelqu'un d'ambigu, c'est toute l'école du romantisme du 19e siècle qui
à travers le vampire, à travers Dracula. Et là, ils nous en ont fait une bande d'adolescents boutonneux qui osent pas. Non, c'est Twilight. Non, c'est la poubelle du vampirisme. Oublions ça. Ouais. Mais c'est dommage. Moi, je couche plus avec des loups-garous, ça a trop de poils. Tu vois, non, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouh là là, les gars. Ils nous ont Heureusement, il y a eu de très grands films de vampires. Il y en a eu plein, bien sûr, qui ont été excessivement popularisés. Pourtant, ils sont pas tous très bons par, bien sûr, le fabuleux Christopher Lee et Ila Hammer dans les années 50-60. Plus tard, c'est un peu dégénéré quand ça atteint les années 70, mais avant ça, il y a eu Bela Lugosi, bien sûr, qui était un excellent Dracula. Et puis, Génération perdue. Dans les années 80, il y a eu Génération perdue, il y a Aux frontières de l'eau dans les années 90, le premier film de Catherine Bigelow. Et puis, voilà, dans les années 70, il y a eu un très bon Dracula aussi, incarné par Frank Langella. On fera une émission spéciale cinéma vampire. Ouais. Mais les vampires... On y reviendra, Fred. Mais juste pour terminer là-dessus, tu sais qu'à tel point j'aime le mythe du vampire que c'était à l'origine de mon premier roman qui était aux frontières de l'aube. Non, Soleil 200. Même si aujourd'hui j'en ai fait autre chose, ça parle plus de vampire. Mais l'idée au départ, c'était d'en faire un livre sur les vampires. Mais bien sûr, c'est autre chose. Mais voilà, non, il faudra qu'on fasse quelque chose sur les vampires. C'est un genre majeur dans le cinéma fantastique. Je suis d'accord, on fera avec des extraits de films et tout. Carpenter aussi, on en parlait l'autre jour, et qui est plus, c'est vrai, un cinéaste fantastique que de SF, notamment Le Prince des Ténèbres, tu vois, Christine, tu vois. Merci Stephen King, hein. Alors le Fog de Carpenter, il y a eu un remake de Fog qui est catastrophique aussi. Non mais le Fog de Carpenter, il y a une ambiance, il y a quelque chose de magique dans le Fog de Carpenter. Oui, non, c'est un très très bon film. La série B, mais c'est excellent. Mais John Carpenter est un grand du cinéma américain indépendant. Tim Burton évidemment, qui a toujours, lui, il est vraiment dans le fantastique. Il n'a pas bougé de son. Alors lui, c'est l'éternel ado fantastique. Alors il bouge pas. Il a toujours le même personnage. Il a toujours Johnny Depp avec lui. Voilà, il change pas. Pareil. Bam. Chocolaterie, allez chocolaterie. Alice, allez hop Alice. Machin. Enfin voilà, c'est l'étrange de jeu. Après c'est son genre, il a son style, on aime ou on n'aime pas. Moi je suis. Alors, si t'aimes pas Burton, t'aimes aucun de ses films. Quoi. En gros, c'est ça. Si tu l'adores, ça dépend, parce que je suis pas fan de Burton, mais il y a des films de lui que j'aime et d'autres que je déteste. Bon, mais malgré tout, est un incontournable. Beetlejuice, j'ai bien aimé Beetlejuice. Ouais, j'aime pas Beetlejuice. Ça, j'aime bien. Alors, trop énervant le personnage, il me fout la migraine à chaque fois. Alors oui, dans le fantastique, on peut avoir aussi des films comme Dans la peau de John Malkovich. Complètement. On peut avoir des films fantastiques. Il a l'affiche tout à l'heure. Bon là, c'est fantastique à outrance. C'est Angel Art. Oui, mais tu vois, Angel Art. On le sait que c'est fantastique qu'à la fin. Voilà. Donc on va pas spoiler, mais effectivement, c'est un thriller en vérité. C'est un thriller qui bascule dans le fantastique à la fin. Ouais. Même s'il y a plein d'éléments tout au long du film qui le montrent, bien sûr. Do you by chance remember the name Johnny Favorite? My interest is only in finding out if he's alive or if he's dead. You want me to check it out? I'm a private detective. Paid to snoop around. He's dead, Mr. Angel. Well, you know what they say about slugs. They always leave slime in their tracks. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. I'm a murder suspect already in 2 cases. Did you kill him? No, but the cops might think I did. The Prince of Darkness protects the powerful. The egg is the symbol of the soul. Did you know that? Et bien sûr, tous ces films, on va dire, genre l'effet papillon, tous les psycho-killers, les Jason, Vendredi 13, tout ça, sont considérés, tous les psycho-killers sont du fantastique. Pourquoi? On ne sait pas. Alors là, je sais pas.
tout dépend de la nature même du psycho-killer. Freddy, c'est fantastique, on sait. Ah bah, Freddy, bien sûr, c'est fantastique, parce que c'est quelqu'un c'est un monstre qui intervient dans les rêves, voilà. Mais que quand le psycho-killer est un mort-vivant ou une créature mythique comme Freddy, effectivement, là on est dans du fantastique. Mais quand c'est ni plus ni moins qu'un fou, qu'un tueur en série, Un psychopathe, ouais. quand c'est un psychopathe, je pense par exemple à Massacre à la tronçonneuse. Là, c'est pas du fantastique. Bah non, c'est de l'horreur. C'est ni plus ni moins qu'un voisin qui a pété un plomb, quoi. Donc, il y Ah, a rien de fantastique. C'est un drame Sauf dans psychologique. l'ambiance, sauf dans le traitement du film. Voilà, dans les images, dans l'ambiance, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des films qui sont parfois. Est-ce que c'est du fantastique parce qu'ils sont dans une ambiance fantastique et parce qu'ils ont des images fantastiques, mais ils ne le sont pas dans le sujet. C'est voilà. Je pense aussi à un vieux film, puisqu'on parlait des origines du fantastique, hein, un vieux film, le Docteur Caligari. C'est un film qui est dans le surréalisme, dans le néoréalisme allemand, dans cette veine du cinéma allemand des années 20-30, qui jouait sur la lumière, sur les ombres, et on plonge dans des décors, mais qui sont totalement surréalistes. On tombe sur des maquillages qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais le sujet, lui, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui hypnotise des gens. Donc on est dans un sujet totalement réaliste, si tu veux. Il y a des films comme ça, on ne sait pas trop dans quel genre les. Ouais, il y a juste un petit. Pourquoi, par exemple, dans Vendredi 13, il est pas fantastique, le mec, mais c'est que je crois qu'il évite les balles, ou les balles le tuent pas, ou un truc dans ce goût-là. C'est Oh, fantastique. je sais plus. De toute façon, dans le premier Vendredi 13, ils ont pas de balles. Hein, c'est une bande de copains qui font du camping au fond d'un bois. Mais Jason, de toute façon, on le revoit après dans les autres Vendredi 13. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est un mort-vivant. Donc là, c'est vraiment du fantastique. Dans le premier, je sais plus quelle explication il est donné. Je me souviens simplement que c'était les débuts. Merde, un acteur que j'adore pourtant. Eh ben, je laisse la surprise. Je remettrai la photo sur la chaîne YouTube. Immense acteur pourtant. Enfin bref, c'est pas grave. Il faut pas vieillir. Faut pas. Voilà. Non, c'est Mais vendredi 13, ouais. Non, tiens, on va faire une petite parenthèse. Je vais te montrer des affiches de films. Ah, j'aime bien faire ça. Ouais. Et pas beaucoup parce que je sais pas si tu les connais tous, mais bon. Des films qui, tu vas me dire si d'après toi c'est du fantastique ou pas. Il y en a un que tu connais là. Je mets. Et la question est bonne pour moi. Est-ce que les oiseaux d'Hitchcock. Oui, parce que c'est pas possible que autant d'oiseaux se réunissent au même endroit. C'est fantastique. C'est fantastique. Tu peux pas avoir 4000 oiseaux comme ça sur un arbre, c'est pas possible. Ben pourquoi pas? Il y a un phénomène naturel ne pourrait pas faire ça. Franchement, je sais pas. On a déjà vu des centaines, des milliers d'oiseaux qui se regroupent. Autant d'oiseaux partout qui t'attendent là dehors là. Non, c'est fantastique. Il y a une force démoniaque là-dessous. Eh ben, la force du film, c'est qu'il n'y a aucune explication justement sur le pourquoi du comment ils sont là. Bah oui. Eh oui, le film ne dit rien. Il y a des oiseaux qui sont là. Point. Voilà. Mais c'est une bonne question. Hein. Est-ce que c'est un film fantastique? Franchement, je sais pas trancher sur ce film-là. Bon, bah thriller psychologique. Voilà. C'est du Hitchcock. En soi, c'est un genre. Je vais te mettre un autre film comme ça où franchement je sais pas quoi en dire. Est-ce du fantastique ou pas? Tu vas voir le film que je vais te mettre. Alors pour moi c'est pas du fantastique. Je vais m'expliquer pourquoi. Mais plein de gens vont le mettre en fantastique malgré tout. Hop, je te le mets à l'écran. Tu vas voir. Ah oui, on est sur les zombies. Bienvenue à Zombieland. Si, parce que les zombies, ça n'existe pas, c'est fantastique. Alors, je suis bien d'accord avec toi, les zombies aujourd'hui n'existent pas, mais il y a deux types de zombies. Il y a le zombie mort-vivant, le mort qui se relève, Thriller de Michael Jackson. Donc là, évidemment, c'est du fantastique. Mais dans Bienvenue à Zombieland, c'est pas le cas, c'est des malades, c'est des gens qui sont victimes d'un virus. Une fois que tu les butes, ils se relèvent pas, tu veux dire. Voilà, une fois que tu les butes, ils se relèvent pas. Là, c'est simplement des gens toujours vivants, mais qui sont simplement malades par un virus qui les tue à petit feu, qui en fait d'eux des zombies, mais ils sont vivants. C'est le Covid-21. C'est celui qu'on aura dans 20 ans. C'est ça. Donc,
c'est une histoire totalement fantastique, mais à la base, la raison de la zombification des zombies, elle n'a rien de fantastique, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ambigu, hein. C'est ambigu, ça peut être une maladie, effectivement, parce qu'il se relève pas, t'as pas des bouts de main qui bougent tout seuls, des bouts de cerveau qui... Mais non, t'as pas tout ça. Ouais. Bon, Tiens, je t'en montre un autre. Voilà, L'homme au masque de cire, avec Vincent Price. Ouais, non. Avec Vincent Price, et contrairement à ce qu'ils mettent sur l'affiche, qui est une affiche d'une ressortie, je l'agrandis un peu pour que tout le monde voit bien, c'est non pas avec Charles Bronson, mais c'est avec Charles Luschinski, puisque à l'époque, Charles Bronson ne s'appelait pas encore Bronson, mais Luschinski. Mais bon. Voilà. Alors là, au masque de cire, tu vas comprendre pourquoi j'ai un problème, parce qu'on est dans un film type Hammer, avec Vincent Price, c'est un homme... Oui, alors Vincent Price, déjà le fait qu'il y ait Vincent Price, on peut se poser la question, on a envie de dire que c'est du fantastique tout de suite, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un musée de cire, où voilà, comme les musées de cire qui existent aujourd'hui, avec des personnages célèbres en cire, et puis un jour le musée brûle, il est lui en partie défiguré, et toutes ses œuvres fondent, bien sûr, sous l'effet des flammes, et ça le rend fou. Et il revient quelques années plus tard, alors en fauteuil roulant, etc. Il recrée un nouveau musée, mais on va découvrir que petit à petit, sous les statues de cire qu'il recrée, il y a en vérité des cadavres. C'est-à-dire qu'il est devenu un slasher, un tueur en série, qui tue les gens, qu'il plonge dans la cire pour recréer des scènes de crimes célèbres. Voilà. On n'est pas loin du fantastique, hein. Mais quelque part, c'est un film qu'on trouve souvent classé pourtant en fantastique, mais c'en est pas un pour moi là. Il peut y avoir des fondus, jeu de mots avec la cire, qui sont des psychos, tout à fait, c'est pas forcément fantastique. Ouais. Voilà. D'accord. Allez, et pour finir avec mon petit jeu, je te montre un dernier, puisqu'on parlait de Vincent Price, on va rester dans la famille. On va rester sur la Hammer. Alors là, tu vas me dire, c'est la Hammer, donc... Pas forcément. C'est du fantastique. Et bien, sur le film que je vais te montrer, malgré l'affiche, pour moi, on n'en est pas. Et pourtant, il y a tout dedans. Hein. Il y a tout dedans. Hop, voilà. C'est Le Chien des Baskerville. Ah ouais, génial celui-là. Ouais. Alors, voilà, Peter Cushing avec Christopher Lee. Très bon film. C'est un des meilleurs films que la Hammer ait jamais fait. Know then the legend of the Hound of the Baskervilles. Take heed, and beware the moor in those dark hours when evil is exalted. Else you will surely meet the Hound of Hell, the Hound of the Baskervilles. What do you want me to do? Identify anything I may find. Strange things are to be found on the moor. Like this, for instance. Why? You thought it was going to be easy, didn't you? Didn't you? You won't be the first of your family who thought that. And you won't be the first to die because of it. Là, il y a toute l'ambiance fantastique, il y a l'ambiance Hammer en plus, puis il y a les acteurs, Peter Cushing, Christopher Lee, voilà. Mais qui connaît, c'est une histoire de Sherlock Holmes, cette histoire, Le Chien des Baskerville. Sherlock Holmes, ouais. Eh oui. Donc là, en vérité, alors on va être obligé de spoiler la fin. Tout le film nous fait croire que c'est un chien de l'enfer, un démon qui est dans les Landes et qui tue les gens, etc. Comme tu le dis, hein, c'est la bête du Gévaudan. C'est la bête du Gévaudan, oui. Sauf qu'à la fin, on se rend compte que ce n'est plus ni moins qu'un chien qui a été élevé par un fou, quoi. C'est tout. Donc il n'y a rien de fantastique. Le White Dog tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais l'ambiance est telle qu'on est à 100% dans du fantastique, sauf qu'à la fin, on n'y est pas. Voilà. Ah ouais, j'ai envie de dire que c'est l'inverse d'Angel Heart. Voilà.
Ouais, c'est clair. Où en tout le film, on est dans un thriller et à la fin, on Alors, bascule des dans du fois, fantastique. c'est tenu, c'est très tenu. Et des fois, c'est très, voilà. C'est ça qui est génial dans le fantastique, c'est que non seulement il y a des histoires qui sont purement fantastiques, hein, les vrais zombies, les loups-garous comme le loup-garou de Londres, etc. Là, il y a pas photo, c'est du fantastique. Puis il y a des films ambigus où on est fantastique dans l'ambiance, on est fantastique dans la façon de raconter l'histoire, mais pas dans le sujet. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi toute l'ambiguïté et la richesse du genre, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que encore c'est plus riche que la SF, je suis d'accord. Mais Ah je oui, préfère la clairement. SF, mais c'est vrai que c'est beaucoup C'est plus différent, riche. mais c'est beaucoup plus riche. Ouais. Non, mais je suis Oui, d'accord. parce que c'est une porte vers l'imaginaire beaucoup plus grand. Ouais. Beaucoup plus grand. Je veux dire, quel rapport entre Dracula, par exemple, là, le Dracula de Coppola, immense film, immense chef-d'œuvre pour le coup, et le portrait de Jenny. Alors les gens connaissent pas forcément le portrait de Jenny, c'est un film qui est pas très connu, mais le portrait de Jenny, c'est quelqu'un qui veut faire le portrait d'une personne qu'il a croisée, qu'il a rencontrée, il se rend compte que cette personne qu'il a croisée dont il fait le portrait est morte depuis un certain temps. Voilà. Où on a vu passer aussi Pirates des Caraïbes. Quel rapport entre ces films-là? Nous sommes tous des hommes d'honneur, tu vois. Ouais. C'est hyper riche comme genre. Tellement, regarde, attends, on continue, regarde comme c'est riche. Excalibur. C'est fantastique. Ah bah oui. Il y a le conte arthurien. Après, on va pas parler de l'heroic fantasy. L'heroic fantasy, c'est du fantastique. De Oui, Conan tout à le fait. Barbare. Alors, à ceci près, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est du fantastique au cinéma. Oui. Il y a un sous-genre qui existe en littérature où ce qu'on appelle la fantasy, ou dans lequel on va classer les Conan, les Seigneurs des Anneaux et tout ça. Le monde de Narnia. Voilà, où c'est Seigneur des Anneaux. c'est considéré comme un genre à part du genre fantastique en littérature. Mais au cinéma, oui, on mêle tout ça. On est dans l'irréel, on est dans quelque chose qui n'existe pas, qui On n'est pas appelle ça de l'heroic fantasy. Mais Oui. voilà. Ouais. Dark Crystal, tu vois, bon, Ouais. bref, tous ces films. Après, effectivement, il y a les grands auteurs se sont beaucoup penchés sur on peut penser à David Lynch également, comme tout à l'heure on parlait de notre ami Cronenberg. David Lynch va faire des monumentales films fantastiques, Eraserhead, ou alors Elephant Man, bien sûr, on en parlait l'autre jour. Alors, est-ce du fantastique, Elephant Man? Eh ben non, Elephant Man, c'est quand même une histoire vraie. Et il Ouais. n'y a rien de fantastique. C'est quelqu'un qui a une infirmité. Il n'y a rien de fantastique. De toute façon, David Lynch, il a toujours été à la frontière du fantastique. Ah Regarde, oui, je suis entièrement d'accord. Blue Velvet, Blue Velvet, on est vraiment. Alors là, c'est un film qui marche sur la frontière du fantastique. Mais ça a été classé pourtant comme prix d'Avoriaz, mais c'est pas un film fantastique quand tu C'est pas regardes un bien. film fantastique, mais dans le traitement, dans la forme, voilà. I had a dream. Il y a un mec aussi qui a fait sa carrière autour du fantastique. Il s'agit de Night Shyamalan qui, entre le sixième sens, bon, Sign, c'est différent, c'est plus SF. Alors, dans la SF, oui, mais oui, c'est un réalisateur fantastique. Lui, il a vraiment tourné, c'est vraiment sa culture fantastique. Oui, il ne fait que ça. On part en ça, il y a des films fabuleux qui ont eu un grand, vif succès, comme La Ligne Verte, qui commence comme un film classique de prison, et on s'aperçoit qu'on va totalement dans le genre fantastique. Oui. Très classique dans la forme, on a l'impression de voir un bon film, qui se passe en prison, et petit à petit, on bascule vers autre chose. Et oui, c'est un très bon film. Alors un film que j'ose pas toujours voir, je l'ai acheté en DVD, mais j'ai jamais regardé parce que moi. C'est Draculax. Non, c'est le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Alors j'ose pas le regarder. Ah si, il faut.
Alors là, c'est un très très beau film, peut-être le meilleur du réalisateur pour moi, avec toute une réflexion, non seulement bien sûr sur les guerres civiles, parce que ça se passe pendant la guerre d'Espagne, mais ça va au-delà. C'est aussi des réflexions sur l'humanité et sur l'enfance. Un très beau film sur les traumatismes d'enfance et sur. Non, il faut que tu le vois. C'est un monument. C'est vraiment un monument. Mais il y a des scènes quand même pas assez hard, paraît-il. Tout dépend de ta sensibilité, hein, mais. C'est vrai que c'est plus hard que Fantasia qui passe, là, c'est aussi un film fantastique, hein, bien sûr, mais c'est moins hard que L'Exorciste, par exemple, voilà. Mais tu sais, quand on regarde les listes... Mais quand on regarde les listes des films fantastiques, combien de fois tu vois un film comme Les Dents de la Mer de Spielberg? Il est souvent classé comme film fantastique. Qu'est-ce qu'il y a de fantastique là-dedans? Un requin de cette dimension-là, qui a ce comportement de chasse un peu psycho-killer, c'est fantastique. Non. Des requins de cette dimension, ça existe. Il nous faudrait un plus gros bateau. Des requins qui bouffent les gens sur les plages, malheureusement, ça existe. Qui se venge, qui veut retrouver le même mec, non, c'est pas normal. Non, mais et revoit le film, il veut pas se venger, aucun moment. Il est au large de la plage, il bouffe. Non, mais pourquoi il course le bateau pendant une semaine? C'est pas lui qui course le bateau, c'est le bateau qui course le requin. Ouais. Ah bah oui. C'est-à-dire que dans Moby Dick, on pourrait à la rigueur mettre Moby Dick en fantastique, parce que là, pour le coup, les relations entre le capitaine Ahab et la baleine blanche est quand même n'est pas naturelle, on va dire. The white whale tasks me. He heaps me. Mais les Dents de la Mer, non, il n'y a rien de fantastique dans les Dents de la Mer. Tiens, laissez vos commentaires pour nous dire les Dents de la Mer, film fantastique ou pas? Je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est tenu, c'est un peu quand même. Ah oui, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Après, t'as des films, on est encore dans le fantastique, l'échelle de Jacob, ces choses-là. Alors bonne question, l'échelle de Jacob. Oui. Allez, je vais t'emmerder encore. C'est pour ça que je te le sors. Mais oui, mais l'échelle de Jacob, c'est vrai que, alors là, c'est aussi le genre de film qui bascule, on va dire, dans un autre genre à la fin. Quand on a l'explication, qu'on va pas révéler, parce que faut pas que les gens connaissent ce qui se passe à la fin sans l'avoir vu. C'est un très grand film. C'est un très grand film. Et mais c'est vrai qu'à la fin, mais même à la fin, quand on découvre ce qui se passe, on pourrait se dire, bah non, c'est pas du fantastique, c'est simplement un film qui a extrapolé, voilà, ou un délire. Mais la fin, quand on voit, sans révéler ce qui se passe, quand on suit la caméra qui monte les marches, là, on bascule peut-être dans le fantastique, effectivement. Mais c'est un film aussi ambigu. Alors là, pour le coup, c'est le film où le réalisateur a mis ses pas les uns après les autres, pile poil sur la ligne qui sépare la réalité du fantastique. On est pile poil sur la frontière. Je vous le conseille vivement, c'est un film qu'on voit une fois. Quand on arrive à la fin, on fait merde. Et on a envie d'avoir tout de suite. Après, parce qu'on vient de piger quelque chose. Et c'est vachement bien. Mais oui, je t'en parlais exprès, parce que je sais que c'était... Alors après, effectivement, tous les grands monstres, un moment King Kong. Regarde, je t'interromps. Shining. Fantastique ou pas? Il y a des éléments fantastiques dans la salle de bain, le fantôme qui veut... la nana qui se transforme... Ouais, mais on pourrait se dire que c'est ni plus ni moins qu'une illusion, un délire... un délire alcoolique. Ouais. Alors, si on part sur le principe que c'est un délire alcoolique d'un mec qui sombre dans la folie à cause de la solitude où il est, c'est pas un film fantastique. Si Shining, parce que c'est le gamin qui a le pouvoir du Shining, qui communique avec le Black. Ouais, maintenant, les pouvoirs télékinésiques, existent ou n'existent pas, je sais pas. Il y a juste un élément qui me fait dire que c'est un film fantastique, c'est l'image finale. Là aussi, on va pas la révéler pour ceux qui l'ont pas vu. Mais si tu te souviens de la toute dernière image, un gros plan que fait Stanley Kubrick sur une photo sur un mur, et j'en dis pas plus. Ah oui. Et là, on bascule dans le fantastique. Ah bah là, oui, carrément. Oui. Ah bah là, c'est bon. Là. Mais c'est pour le coup la toute dernière image. Ah bah oui, mais ça suffit une image pour le film fantastique. Voilà. Et c'est un fantastique film. Mais c'est classé effectivement dans fantastique.
Un classement des monstres, eh ben pourquoi pas. Un classement des monstres, c'est vrai que quand on regarde, on a un petit peu parlé, hein, les grands monstres au cinéma, Frankenstein bien sûr. Frankenstein, je vous en mets quelques-uns à l'écran. C'est un des grands monstres de l'écran, bien sûr. On en a parlé, un des mythes fondateurs du fantastique. On a parlé à travers Mary Shelley. Et vous avez là le Frankenstein version Robert De Niro. Ouais. Mais oui, alors Frankenstein, c'est un des classiques du cinéma fantastique. Boris Karloff qui l'a bien sûr immortalisé, sans jeu de mots. Mais c'est pas là qu'on trouve les meilleurs films. Hein. Franchement, ils l'ont décliné à toutes les sauces. Mais il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de films avec la créature de Frankenstein. Mais c'est pas franchement là où on trouve les meilleurs films. Il y a deux grands films Frankenstein. Pour moi, c'est les deux premiers des années 30. Le premier Frankenstein avec Boris Karloff, que l'on voit à l'écran, et puis la suite, qui était la fiancée de Frankenstein, qui est encore meilleure que le Frankenstein d'origine. Et Frankenstein Junior. Ouais, oui, alors Frankenstein Junior que l'on voit là de Mel c'est Brooks, fabuleux. ouais, c'est fabuleux, mais c'est fabuleux. C'est pas du niveau du premier Frankenstein, mais oui, c'est fabuleux. La version avec De Niro a essayé de moderniser, faut mieux c'est pas Non, top. non. C'est pas top. Voilà. Non, mais le mythe de Frankenstein, c'est dommage. Je pense qu'il reste à faire encore de nos jours le grand film de Frankenstein. Il a été fait dans les années 30, mais un grand remake mériterait d'être là et on l'a pas, ce remake pour l'instant. Autre grand monstre du cinéma, très à la mode en ce moment, l'autre grand mythe, c'est les zombies. Bien sûr, excessivement à la mode en ce moment, mais c'est vieux comme le monde, le zombie. Hein. Là aussi, on a eu de très vieux films sur les zombies. Bon, alors là, par contre, même si c'est très à la mode, il y a eu plein de bons films. On pense bien sûr à George Romero, La Nuit des Morts Vivants avec zombies et d'autres. Mais par contre, à part ces quelques films-là, les bons films de zombies, il faut les chercher quand même. Bon, il y a eu des comédies comme les Zombieland ou des choses comme ça. Mais autant c'est un genre très à la mode, mais qui fonctionne beaucoup mieux à la télévision. Ouais, Shaun of the Dead, Shaun of the Dead, qui est un des meilleurs. Une comédie amusante. Mais ça fonctionne beaucoup plus à la télévision que sur le grand écran. Bon, c'est comme ça. Le genre, un autre genre qui est un petit peu comme le loup-garou, est un genre qui a du mal à trouver sa place au cinéma. On était fans, nous, tu te rappelles, les loups-garous, Wolfen, Hurlement, oh là là. Bah oui, bien sûr. Mais c'est dommage, parce que, voilà, il y a eu quelques bons films de loup-garou, mais il n'y en a pas nombreux, ils sont pas nombreux, hein, les bons films de loup-garou. Faut les chercher, on a parlé de loup-garou de Londres tout à l'heure, c'est pas le seul. Mais il y a eu plus de mauvais films que de bons films. Alors, effets spéciaux obligent, hein, bien sûr. Ouais. Voilà, la difficulté, elle est là. Mais encore une fois, on va reparler de La Compagnie des loups, encore une fois. Mais les bons films de loup-garou, faut les chercher. Mais au-delà du loup-garou, on pourrait englober le loup-garou dans un genre beaucoup plus large, qui est la transformation de l'être humain en une créature. Comme la mouche, comme tout ça, ouais. Par exemple, ou Lady Hawk, je sais pas si tu te souviens de Lady Hawk. Ah ouais. Très beau film avec Michel Pfeiffer et Edgar Hauer. Richard Donner. Ouais, film de Richard Donner, oui, où il y a Matthew Broderick aussi, où on a, c'est une histoire d'amour au Moyen-Âge, où on a un chevalier qui est joué par Edgar Hauer, qui est chevalier le jour et loup la nuit. Et elle est faucon. Et qui est amoureux d'une très belle femme, bien sûr, Michel Pfeiffer, voilà, qui est un faucon le jour, voilà, l'affiche apparaît au même moment, qui est un faucon le jour, et donc une très belle femme la nuit. Comment peuvent-ils se rencontrer? Le seul moment où ils peuvent se rencontrer, c'est à l'aube et au crépuscule. Ah, c'est magnifique. Et le film est superbe. C'est un romantisme fabuleux. Alors c'est pas du film de loup-garou, mais on est dans ce genre de film où on se transforme, voilà. Et puis le genre qui a donné peut-être le plus de films au cinéma, on n'y pense pas forcément. On pense. Tiens, je te pose la question. D'après toi, quelle est la créature qui a été le plus souvent filmée au cinéma? À part le vampire? Alors, c'est même plus que le vampire. La momie? Et t'en as un exemple à l'écran, mais je sais pas si tu connais le film, là, les contes de la lune vague après la. Ah bah les fantômes, non les. Eh oui, les fantômes. Hey, anybody see a ghost? They catch the ghost that won't stay dead. C'est la créature, on va dire, qui a donné le plus de films au cinéma.
On n'a pas parlé. Et de loin, et on n'a pas parlé, et de loin, et de très loin devant les vampires, hein, bien plus que les vampires. Ouais. Le fantôme, c'était un genre. Et quelque part, c'est encore pire si dans le fantôme on englobe la maison hantée. Alors là. Hop, Amityville. Oh là là. Voilà. Et puis la religion, enfin l'exorcisme, il y a des scènes de fantômes. Si on rajoute la possession en plus, alors. Possession, l'entity. Oh, je vais trop plein. Oh, j'aime pas. Alors tiens, juste comme ça avant, puis je te laisse la parole pour parler des revues ou des festivals. Quel est pour toi le plus grand film de maison hantée? Celui qui m'a fait le plus peur, c'est Amityville. Amityville, la version années 80. Ouais. Ouais, avec James Brolin, le père de. Entity aussi. J'ai eu peur, l'emprise. Ah oui, Entity avec Barbara Hershey. Oui, très très bon film aussi. C'est deux films qui font plus se flipper. Ouais. Quand tu étais plus petit, que j'aime pas trop regarder seul. Tu vas pas te faire Paranormal Activity tout seul le soir. Je suis un peu pétochard pour ce genre de film où ça touche la religion. Tu as vu Paranormal Activity? Ouais. Non, je peux pas le regarder tout seul. Regarde-le tout seul le soir, c'est sympathique. T'as entendu? C'est pas possible. Oh. Y a quelqu'un? Non, on n'y va pas. Qui est là? Montre-toi! Je sens quelque chose. Je sens un souffle sur moi. Attends, me laisse pas. T'es où? Je te vois pas. Je suis là, n'aie pas peur, je suis là. Cathy! Paranormal Activity. Alors toi, moi, je vais en parler quand même parce que pour moi, c'est le meilleur film de maison hantée. C'est un film des années 50-60, réalisé par Robert Wise, quand même, le père de West Side Story. West Side Story. Voilà. Et ça s'appelle The Haunting. En français, c'est La Maison du Diable. L'affiche a dû défiler un moment parmi toutes celles qui défilent. Très très beau film avec Russ Tamblyn entre autres. Un film en noir et blanc. Avec les effets spéciaux de l'époque, mais je vous garantis qu'il y a des effets numériques d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à la hauteur des effets spéciaux de ce film-là. Non, c'est un film de maison hantée, hein, simplement, avec des meubles qui bougent, des portes qui claquent, etc. Mais Robert Wise a réussi à créer une ambiance dans ce film-là. Il faut le voir, c'est la référence des films de maison hantée pour moi. Ouais. Il faut regarder en bonne compagnie, avec sa chérie, en mangeant des popcorn. Oui, et puis bon, c'est en noir et blanc, donc ça fait un peu moins peur, quoique certains, le noir et blanc, ça les fait flipper. Mais bon. Ok. Bon, là, ça a l'exercice. Ouais. Donc, L'exorciste qui est souvent cité comme étant le film qui fait le plus peur. Hein. Voilà. Bah, c'est le film qui a quand même fait du mal dans les salles de cinéma. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la salle. Hein. Beaucoup. Bah, tu sais qu'il y a un film, un seul, où j'ai vu des gens tomber dans les pommes pendant la projection du film. C'est Alien. Bah oui. Ouais. J'ai vu quelqu'un tomber dans les pommes en regardant Alien. C'est la fameuse scène de la mort de John Hurt. Voilà, donc c'est le seul film. L'exorciste, je l'ai malheureusement pas vu au cinéma. C'est un film bien flippant. Hein. J'ai vu passer un classement il y a pas longtemps des films qui avaient fait le plus peur d'après les spectateurs. C'était une sorte de sondage. Et les deux films qui arrivaient en tête, le premier c'était L'Exorciste et le deuxième, le film qui a le plus traumatisé les gens qui l'ont vu. T'as aucune idée? C'est Bambi. Bambi de Walt Disney. Oui, bien sûr. La mort de la maman de Bambi. Oui. C'est ça. Et ça le place juste derrière L'Exorciste en termes de traumatisme de spectateur. C'est un traumatisme. Pour les gamins, c'est mortel. Du fou à Disney, mais il tarde. Allez, vas-y, parle-nous des festivals. Il existait un festival fabuleux qui s'appelait, qui existe toujours d'ailleurs, je pense que ça existe toujours à Avoriaz. Ah, ça n'existe plus à Avoriaz. Putain, ça fait chier. Donc il y avait le festival d'Avoriaz. Ils sont cons, mais c'est pas possible. Ensuite, je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous parler un peu des palmes d'Avoriaz. Il y a eu Gérard May. Là, tu nous en feras un peu parce que j'ai pas tout. Il y a eu après le Siege espagnol à Barcelone. Donc c'est les trois grands festivals historiques, hein, évidemment.
Et on avait droit pour être sincère, ouais, aussi. Alors, pour être sincère, hein, que ce soit aussi bien Gérard May, qui est plus récent, qui est apparu dans les années 90, sauf erreur, il faudrait vérifier. Et puis, le site, j'ai beaucoup moins suivi, mais c'est vrai que c'est les deux références. Mais pour nous, c'est vrai que quand on était jeune et beau, c'était Avoriaz. Avoriaz, la référence mondiale du cinéma fantastique, oui. Oui. D'ailleurs, je vais te faire les palmes, on va en parler. On va clôturer l'émission avec ça, comme tu feras le coup. On devrait appeler ça les griffes plutôt, mais. Les griffes, ouais. Les griffes d'Avoriaz. Alors, Avoriaz, ça a commencé en 1971. Je vous donnerai la fin, parce que c'est sur l'autre page. La fin d'Avoriaz. Voilà. J'ai pas envie de revenir en arrière. Alors, première griffe d'Avoriaz, c'est Duel de Steven Spielberg. Fred. Ouais, alors qui est un téléfilm en vérité au départ, hein. C'est un téléfilm, Duel. Hein. Beaucoup de gens le classent comme film et comme étant le premier de Spielberg, ce qui est totalement faux. C'est un téléfilm qui a été distribué en salle, certes, mais au départ c'est un téléfilm. C'était produit et réalisé pour la télévision. Et ça se voit d'ailleurs un petit peu dans la réalisation. Mais c'est un réalisateur de télé, Spielberg au départ, on l'oublie, hein, mais c'est un réalisateur de télé au départ. Hein. Ouais, il a fait le pilote de Colombo, par exemple, oui, tout à fait. Et il a débuté comme ça. Et son premier film, en réalité, c'était Sugarland Express, qui est venu donc après Duel. Mais Duel, voilà, oui, c'est première griffe d'Avoriaz. C'est justifié, mais c'est plus un film à suspense, en fait. C'est vraiment un film fantastique. On est dans du thriller, là. On est vraiment à la limite. Parce que là, on est. Alors, c'est vrai que dans le traitement, dans l'histoire, là, ce camion fou qui poursuit quelqu'un sur la route. Mais c'est pas un camion vivant, c'est pas Christine quoi. Il y a un conducteur au camion, on le voit même. On voit les bras. Son visage. On voit les bras. Ouais. Oui, on voit les bras, mais là c'est ni plus ni moins qu'un conducteur routier qui a pété un câble, donc c'est pas du fantastique. Quoi. Tu te rends compte, c'est le festival fantastique et le premier film qui prime est à la limite du drame psychologique thriller machin. Oui. C'est un film à suspense. C'est un film à suspense. C'est pas un film fantastique. Qu'est-ce qui entraîne le fait que ce soit fantastique? Ah bon, déjà, premièrement, première griffe, j'ai pas compris. Non plus, ouais. Ensuite, en 73, alors là, on passe par contre sur un film un peu méconnu, mais grandiose, qui est devenu culte pour beaucoup de personnes. Un film de Richard Fleischer, Soleil vert, en 73. Ah, mais là, c'est de la science-fiction. Ouais. Alors, ouais, mais c'est... Bah, pourtant, on est encore une fois, je te le dis, dans un truc de cinéma fantastique. Oui, mais il faut prendre fantastique, là, dans ce cas-là, au sens large, hein, évidemment, parce que la science-fiction, on peut considérer, beaucoup le font d'ailleurs comme un sous-genre du fantastique. Mais oui, Soleil vert, qui est un film d'anticipation qui se passe dans un futur pas si lointain d'ailleurs, c'est un polar dans le futur, c'est de la science-fiction à 100%, oui, bien sûr, c'est pas un film fantastique pur. Mais par contre, c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais. Ouais, il y a du Kubrick là-dedans, il y a, je sais pas. Richard Fleischer, c'est pas n'importe qui. Hein. La scène, tu sais, où t'as le petit vieux qui va dans sa salle joué par Edward G. Robinson, ouais. Sa salle de départ, là, avec la musique, t'as un côté très Kubrick là-dedans, très beau. Ouais, complètement, c'est vrai. Après, tu as, en 74, Phantom of the Paradise, de Brian De Palma. Ouais. Oui, bah une adaptation moderne et pop du Fantôme de l'Opéra, tout simplement. Hein. Très bon film aussi, très bon film. Alors là aussi, à la limite du fantastique, hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'un mec qui pète un plomb et parce qu'il a eu un accident et ça l'empêche de créer sa musique, de la rendre célèbre. Il supporte pas que d'autres soient célèbres à sa place et crée de la musique mieux que lui. Enfin, c'est l'histoire du Fantôme de l'Opéra, sauf que ce n'est pas une créature fantastique. Hein, c'est quelqu'un qui pète un plomb. Bah, c'est un peu comme le Masque de cire. Oui, c'est ça. J'ai pensé tout à l'heure. Ouais. Et toi, c'est amusant là quand les 3 premières palmes d'Avoriaz n'étaient pas des films fantastiques. On va voir si ça continue. Alors on continue avec Brian De Palma. Décidément, il y a eu 2 palmes. Alors j'ai zappé certains trucs. Hein. On va parler des trucs parce qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais retenus. Hein. En 76, donc Brian De Palma, Carrie au bal du diable. Ah oui, alors là, Carrie, c'est du fantastique là par contre. Là, pour le coup, on y est, hein, bien sûr. Hein, là, pour le coup, même si on le devine vraiment à la fin, là, vraiment, c'est du fantastique. Et là aussi, c'est un très bon film. Meilleur que le remake récent, là aussi. Très bon film dans lequel débute un certain John Travolta, par exemple, hein, pour ceux qui veulent s'amuser à essayer de le retrouver dans ses débuts. Mais ouais, c'est un très bon film. Ah ouais. Après 77, je ne connais pas Le Cercle Infernal. Je sais pas si tu connais. Moi, je ne connais pas.
Non, Non, ça me dit rien. Ah, Patrick, ça par contre, je me rappelle que quand je voyais en 78 l'affiche de Patrick, et j'ai dit c'est quoi? Festival, film d'Avoriaz, premier prix, Patrick. Je l'ai vu il y a très longtemps, donc j'en parlerai pas parce que Et l'affiche en noir et blanc, c'est un nom Patrick. Mais moi, je pensais que quand j'étais en voir la bande-annonce, quand j'étais jeune, je pensais qu'il parlait de Patrick Renucci, Ouais. c'est le condamné, le dernier condamné à mort, quoi. Je sais quoi. Ah oui. Tu vois? Bah bon, voilà. Mais bon, bref. Et ben, c'est fait, en 79, c'était demain. On en a parlé dans la première émission. Ah, ouais. Alors c'est de la science-fiction aussi. Sublime film sur le voyage dans le temps, où H.G. Wells, l'auteur de la machine à voyager dans le temps, part à la poursuite de Jacques l'Éventreur qui a fui les policiers en volant la machine à voyager dans le temps. Donc on est dans de la science-fiction là, hein. Même s'il y a un tueur, mais bon. Mais l'idée de base est fabuleuse et géniale, et les deux acteurs, Malcolm McDowell et David Warner, sont extraordinaires. Non, un très très bon film qu'il faut découvrir, qu'on voit pas souvent, mais ouais, très bon film. Mais de la science-fiction. 79 hein, en plus, hein, donc à l'époque d'Alien, quoi. On va dire. Ouais. Elephant Man en 80. Eh ben on en a parlé tout à l'heure, c'est toujours pas du fantastique. Hein. Dans Avoriaz, on n'a pas souvent récompensé le fantastique finalement. David Lynch a eu 3 palmes, hein. Enfin 3 grands prix d'Avoriaz. Ouais. Donc, mais pour le coup, là, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un homme qui souffre d'une maladie. Il n'y a rien de fantastique dedans. Hein. C'est le traitement. La forme, peut-être, c'est le traitement. Ouais. Ah, c'est David Lynch, il a toujours surfé. C'est ça. À la limite du fantastique. Ouais. Moi, l'exemple, c'est vraiment Blue Velvet. Ah, c'est vraiment... Blue Velvet, oui, c'est un bel exemple. Ouais. Ouais. Bah, c'est vraiment l'exemple du truc de... Mais le long métrage, j'ai pas loin. Qui a tué Laura Palmer. Tu vois, Twin Peaks. Twin Peaks, on est dans le fantastique, là, par contre. En 82, alors en 81, celui-là, on l'a aimé. Alors là, on a pris une petite claque, toi et moi, quand on l'a vu. On n'était pas vieux, hein. On avait 15-16 ans, on était voir, on n'avait pas la carte d'identité parce que c'était considéré comme un film de cul, étant donné que ces films-là, à l'époque, eh bien, on était rentré par la sortie, c'est ça, non? En fait, c'est interdit aux moins de 18 ans, puisque c'est grâce à Mitterrand, hein, qu'on a eu le droit d'aller voir, hein, des films, ils étaient KCX, hein, Mad Max. Interdit aux moins de 18 ans. Bah, Mad Max a même été interdit pendant un moment, interdit de diffusion tout court, je pense, pendant une courte période, et après il est sorti classé X, effectivement. Mais oui, bah, Mad Max, mais là aussi, désolé, c'est de la science-fiction, Mad Max, hein, c'est pas du fantastique, moi, si on veut, voilà. C'est pas du fantastique pur, c'est-à-dire que c'est un film qui se passe dans un futur qui est tout à fait crédible non plus. C'est peut-être pour ça qu'Avoriaz, ça marche pas marché, ça va couler. Puis en fait, ils font n'importe quoi, les mecs. À chaque fois qu'ils ont récompensé un film, c'est pas un film fantastique, comme. Ah, là, par contre, c'en est un Dark Crystal en 82, t'avais l'affiche tout à l'heure. Oui, bien sûr. Magnifique film d'animation de Jim Henson, qui, nous vous le rappelons, a participé aux poupées d'Alien, de Star Wars, hein. Il a créé bref, animateur. Là, on est vraiment dans du fantastique. C'était le premier numéro de Starfix, tu te rappelles? Dark Crystal. Ah, non, je me souvenais pas, toi. Ouais. L'ascenseur en 83. Alors, ah bah là c'est du pur fantastique ça. Qui nous a fantastique, l'histoire d'un ascenseur tueur, on peut pas faire plus fantastique que ça quoi. Tu rentres dans un ascenseur et t'es tué par l'ascenseur. C'est Christine dans l'ascenseur. Oui voilà, c'est ça, c'est Christine version ascenseur. Ouais. Ouais, bon. C'est pas une voiture tueuse, c'est un ascenseur tueur. Terminator, évidemment, voilà. Ah bah oui, alors Terminator, là oui, c'est de la science-fiction pour le coup quand même, hein. C'est un robot qui vient du futur, donc on est dans la science-fiction quand même là, mais bon. Ah ouais, je comprends pas. Tu vois, comme quoi Avoriaz. Bon. Non, mais il faut prendre fantastique au sens large, en englobant la science-fiction dedans. C'est ce que faisait Avoriaz. En 86, on revient à David Lynch, c'est sa 3e griffe. Blue Velvet, on en a parlé. Ah oui, on en a parlé, bien sûr. Il a eu le Grand Prix de 86, suivi par Jacques Schroeder. Eden, moi j'aimais bien Kyle MacLachlan dans le 87. Ouais, Eden. On en a parlé également, ce film, l'autre jour dans les... Revoyez notre émission sur la science-fiction. On parle également, tout à l'heure on en a parlé, mais c'est vrai que Cronenberg a été un énorme pape du fantastique. Faux semblant, en 1988, c'est un thriller, drame, fantastique. Enfin, pourquoi c'est pas son meilleur. C'est pas mon préféré.
Mais ouais, je passe, il y en a plein qu'on connaît pas. Moi, il y en a un qui m'a marqué, qui avait Grand Prix d'Avoriaz, mais il n'est pas marqué là, et que j'avais vraiment adoré. Je crois d'ailleurs qu'on avait été le voir ensemble au Cinoche, c'était Long Week-end. Ah, Long Week-end, un film australien. Il y a eu un remake récent aussi que j'ai pas vu. Mais il est nul. Et le premier qui est flippant. Quel flip, un vrai flip, le premier. Quel flip! Et c'est un film qu'il faut revoir. J'ai envie de dire que c'est un film qu'il faut montrer dans les écoles de cinéma, parce que c'est la preuve que l'on peut faire peur, que l'on peut faire un vrai suspense sans moyen aucun. Et rien du tout. Mais que dalle. Même pas le film, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a aucun moyen. C'est un film zéro budget quasiment. J'exagère. À l'écran, c'est ça. Et pourtant, la vache, qu'est-ce que ça marche. Et oui, c'est un film mais qui te fait faire des cauchemars comme c'est pas possible. Ah non, mais tu regardes plus ton chien, ton chat de la même façon après, quoi. Puis même le cri de l'Otari, là, du phoque sur la plage. C'est flippant, quoi. C'est la nuit, là. Juste un cri. L'affiche défile là aussi. Enfin, elle a dû défiler pendant l'émission, mais ouais, Long Week-end, c'est un film qu'il faut voir. Il faut redécouvrir. Mais la version des années 70 et 78, je crois, Long Week-end, chose comme ça. Ce film-là, moi, je veux pas le regarder tout seul, hein, ça me fait flipper, quoi. Et pourtant, il y a rien, mais rien que dalle, juste de l'ambiance. Ils sont forts. C'est ça. Et on voit rien. On voit rien. Donc mais voilà. Le suggérer, quand on suggère la peur, c'est souvent pire que la montrer. C'est ce qui avait fait la force du premier Alien, où la créature on la voyait presque pas. C'est aussi le cas de La Féline, là, le film de Tourneur des années 30-40, où le félin, la panthère, on ne la voit jamais. On ne la voit jamais, et pourtant on l'imagine partout. C'est aussi le cas de Halloween, le film de Carpenter, où le tueur, on le cherche partout dans l'écran, on le cherche, on se dit il est là, il est pas là, on l'aperçoit une seconde, mais il n'est que suggéré, on le voit quasiment jamais. Quand on suggère la peur, quand on arrive à le faire, c'est souvent bien plus flippant que de montrer la créature, que de montrer celui qui fait peur. Ouais. Bah, regarde, exemple type d'un film qui m'a foutu les jetons en VO, c'est Projet Blair Witch. Dans Projet Blair Witch, tu vois rien. Mais t'as l'ambiance. Oui, il y a l'ambiance, oui. C'est flippant, hein, moi j'ai permis de le voir en VO. En français, c'est de la merde. Mais si tu regardes en VO, ça fait hyper réaliste, quoi. Il y a que de l'ambiance. C'est, dès que tu vois un truc, une petite lumière, une lumière dans ce lampe, il y a une lumière. Tu vois, c'est tellement dans le truc que même ça suffit pour te terrasser. Mais ben là, ils sont forts. Tu n'as pas besoin d'avoir des trucs numériques à 40 millions de dollars. Ah bah non. Intelligence humaine. On le voit avec les Marvel, par exemple. Les Marvel, où c'est un déballage à plusieurs millions d'effets numériques. Ça marche pas forcément du feu de Dieu. Hein. Enfin, je parle pas en termes de succès, mais en termes de qualité. Voilà. Non, mais voilà. Moi, j'adore. Ça, voilà. Des films comme le Long Week-end dont on parlait, par exemple, ou Blair Witch, etc. On voit que ça fonctionne sans effet, simplement par l'intelligence de réalisation, par de la mise en scène, voilà. On voit qu'ils aiment le cinéma, les gens qui ont fait ça, ils aiment le cinéma. Le truc qui va bien marcher, on va faire du fantastique avec des peu de moyens, mais on va les avoir, ils vont avoir peur, ils vont nous suivre dans ce projet. Et puis c'est des bouts de ficelle et ça marche, quoi, c'est génial. Mais on parlait, regarde Evil Dead là, la fiche passe. 3 bouts de ficelle le premier film, hein, une bande de copains au fond d'une cabane, au fond des bois, et on maquille entre nous. C'est comme les films que nous faisions, toi et moi, Christophe. Voilà. Mais Evil Dead, qu'est-ce que ça fonctionnait bien, quoi, à l'époque. Alors qu'il y a le budget zéro, quoi, presque. Il y en a plein, des petits films à série Z, des petits qui étaient programmés pour être des séries Z et qui sont devenus des classiques, quoi. Qui sont devenus des classiques, comme ça. On a évoqué tout à l'heure Paranormal Activity, c'était ça au début, il y a très peu de budget, juste une idée de mise en scène, des caméras de surveillance qui montrent des phénomènes bizarres autour d'une famille. Mais sauf que c'est super bien mis en scène et ça fonctionne bien, quoi. Bon, on n'est pas en train de parler d'un film de Kubrick, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc nous avons été merveilleux, nous avons été féeriques, nous avons été extravagants, incroyables, invraisemblables, étonnants, extraordinaires, surnaturels, bizarres, fabuleux, faramineux, folkloriques, prodigieux, irréels, fabuleux. C'était le cinéma fantastique.